Aujourd'hui, on se retrouve pour un update, donc 4 livres qu'on a lus récemment et dont on va vous parler. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler des Puissants, donc un roman de Vic James édité par les éditions Nathan, et c'est une sortie de mai 2017. Tout d'abord, parlons un peu de cette couverture juste sublime, donc toute dorée. En plus, la texture du bouquin, vraiment super spéciale, un peu veloutée là. Et, autre particularité, la couverture est reprise dans la page juste avant le titre. Alors moi, j'avais jamais vu ça. Voilà. Ensuite, pour parler brièvement de l'histoire, ça se passe en Angleterre à notre époque, sauf que c'est un monde dérivé d'une autre, parce qu'il existe une catégorie de la population qui a des pouvoirs magiques. On les appelle les égaux, et à la suite d'une révolution, ils ont pris le pouvoir. Et donc les personnes qui n'ont pas de pouvoir sont obligées, au cours de leur vie, de donner 10 ans en esclavage, donc au service des puissants. Donc ça, c'était pour planter un peu le décor. Maintenant, on va suivre en parallèle deux histoires. L'histoire de Abigail, 18 ans, et de son frère Luke, 16 ans, qui font leurs 10 ans d'esclavage en même temps. L'idée, c'était qu'ils se retrouvent au même endroit, la domesticité de la famille Jardine, une puissante famille d'égaux. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, le frère et la sœur sont séparés, et lui finit dans une ville industrielle, c'est pire qu'un camp de travail. On voit ce jeune homme qui est dans un monde plein d'injustices, vraiment très dur, et on voit cette idée de rébellion qui grandit en lui, alors que de son côté, Abigail essaie de se montrer gentille avec les égaux pour faire revenir son frère auprès d'elle. On assiste également de l'intérieur à tous les complots politiques parmi les égaux, donc ils ont un conseil, mais on sent qu'il y en a qui aimeraient bien revenir à une monarchie. Et toute l'histoire tourne autour de la lutte pour ou contre l'esclavage. C'est une lecture qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé fraîche et originale. J'ai trouvé que la façon dont c'était amené, c'était très bien fait. Ça explose pas, ça bouge pas de partout, mais c'est très fluide. Sur la fin est vraiment bien et on a vraiment envie de lire la suite, donc j'ai hâte de découvrir le deuxième tome. On enchaîne avec le tome 1 du projet Starpoint. Donc vous l'aurez compris, j'en ai beaucoup parlé sur les précédentes vidéos. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu assez vite parce que c'est une lecture malheureusement trop courte, il n'y a même pas 400 pages et d'une écriture assez grosse. Donc forcément tout de suite c'est assez court. Rien n'est superflu en fait, j'ai l'impression que tout va prendre sens soit dans le tome 1, soit dans les tomes suivants. Et donc c'est peut-être pour ça que le livre est aussi court, parce qu'elle a voulu mettre que des éléments importants en fait. C'est une auteure toute jeune, c'est son premier roman. Je l'ai rencontrée aux Imaginales et d'ailleurs elle m'a fait partager que la magnifique couverture a été faite par un tatoueur, parce que les tatouages ont beaucoup d'importance dans l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le tome 1, on entend parler de ces tatouages. Après, on n'en a pas forcément la signification et on ressent pas cette importance. Donc je pense que ce sera développé dans les tomes suivants. Pour vous résumer un petit peu, donc on suit un jeune homme qui s'appelle Pete Luchon et qui a 15 ans. Il a un nom assez particulier. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui est particulier chez lui, c'est que son sport, c'est le saut à la perche. C'est pas très courant comme sport dans les livres en général. Ce qui se passe, c'est qu'il rentre au lycée, il avait une meilleure amie, mais celle-ci s'éloigne de plus en plus. Parce qu'en fait, elle a rencontré une jeune fille assez étrange avec des cheveux rouges. Et elle disparaît. Donc la fille aux cheveux rouges lui demande de l'aide pour la retrouver. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a disparu dans un univers on va dire parallèle. Et on peut l'atteindre grâce aux angles morts des miroirs. C'est assez original et j'ai trouvé vraiment l'imagination de l'auteur vraiment très très bien, parce que ce monde est vraiment magnifique, même si dans les 300 et quelques pages, je trouve qu'on n'a pas eu assez d'éléments sur ce nouveau monde. J'aurais bien aimé l'explorer un peu plus. Donc on rentre dans ce monde et tout de suite on arrive au point clé de l'histoire, c'est-à-dire que dans ce monde, il y a des jeunes femmes qui sont tuées. L'écriture est assez nouvelle, assez particulière en fait. C'est à la troisième personne, mais c'est une troisième personne non omnisciente. Il y a peut-être quelque chose qui va vous déranger, notamment ça va certainement déranger Millie, donc je vais lui prêter, donc peut-être qu'elle pourra faire un petit retour dessus. C'est que par moments c'est un peu haché en fait, enfin moi j'aime beaucoup, mais c'est vraiment par moments. Dans la quatrième de couverture, on nous dit que c'est un roman digne de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Bon, d'après le tome 1, je suis pas tout à fait d'accord. Après, j'ai pas rencontré d'éléments pour dire que non, il est pas du tout digne de À la croisée des mondes. C'est juste que c'est un tome. Il y a trop peu de choses pour que je puisse le comparer réellement. Après,
Je pense que dans la suite, c'est tout à fait possible. En tout cas, j'ai hyper hâte que la suite sorte. C'est une auteure qui gagne à être découverte et j'espère qu'elle va avoir du succès et qu'elle va en écrire de nombreux autres. Je vais vous parler maintenant d'une deuxième sortie du mois de mai 2017 et il s'agit du Pays des rêves oubliés. Alors oui, je l'ai demandé pour son titre, oui, la couverture n'est pas en reste. Et alors surtout quand on me dit que on nous ouvre les portes d'un monde fabuleux entre Alice au Pays des Merveilles et L'ombre du vent de Zaphone, voilà, je pouvais pas passer à côté. Alors, Alice au Pays des Merveilles, oui, dans l'univers, clairement, c'est complètement barré, c'est complètement loufoque, on est perdu, vraiment perdu. Et L'ombre du vent, dans cette espèce de réalité mêlée au rêve, on sait jamais trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc en fait, comme il n'y a pas de résumé, je vais vous en faire un très rapide. C'est l'histoire d'un écrivain, un quinquagénaire, il écrit des best-sellers. Mais il est complètement misanthrope et il se rend compte qu'il y a des pans de son passé qui ne lui appartiennent plus vraiment. Il a des trous noirs, il essaie de trouver des explications mais il n'en a pas. Et il finit par se perdre un jour dans les ruelles de Naples et c'est là qu'il découvre le royaume des choses perdues. Il y a plein de contrées dans ce royaume, la ville des occasions manquées par exemple. L'idée c'est qu'en gros, on prend une porte perdue pour arriver dans le monde de l'ailleurs, on doit trouver une porte retrouvée pour rentrer. C'est important pour l'histoire d'avoir cette perdition, d'avoir ce flou, d'avoir ce brouillard un peu incompréhensible. Mais j'ai trouvé, et c'est le gros bémol, que c'est trop. Donc c'est bien à certains moments de l'histoire, mais à d'autres c'est beaucoup trop. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette lecture et c'est dommage, parce que du coup, passer les 100, 200, ça fait beaucoup, 100, 200 premières pages, après j'ai pas pu m'arrêter, mais j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans à cause de ce trop, voilà. Ensuite, au niveau de la plume, c'est difficile de comparer à Zaphone. Bon, elle est tout de même agréable, mais sans plus. C'est un nouvel univers, bravo à l'auteur qui a vraiment une belle imagination, c'est vraiment des belles idées, très bien trouvées. Le fond de l'histoire sur la recherche de l'identité, la recherche de souvenirs perdus, est vraiment très sympa et très bien mené. Voilà, juste le petit bémol que je viens de vous dire. Ah, et un autre, c'est le moment de la petite gueulante contre la maison d'édition, donc Seuil. Il y a dedans, alors des tout petits morceaux de phrases, je suis d'accord. On a dit Espagnol. En espagnol. Je ne parle pas un mot d'espagnol et du coup parfois il y a des morceaux de phrases qui sont en espagnol. Pas beaucoup, d'accord, mais justement ça aurait rien coûté de mettre une toute petite note de traduction en bas. Franchement, juste pour apporter l'élément de compréhension. Donc voilà, petit bémol pour la maison d'édition du Seuil. Mais sinon, très bon roman. Voilà. Ensuite, on passe à un auteur un peu plus connu, Guillaume Musso, avec La fille de Brooklyn, donc avec cette jolie couverture cartonnée et tout. Vraiment, j'ai complètement craqué pour elle en fait à la base, je n'étais pas censée l'acheter tout de suite. Donc j'ai commencé ce livre en lisant le résumé, en sachant pertinemment que c'était un thriller. Malheureusement, quand j'ai commencé à les lire, j'avais envie de lire un Musso tel qu'il les écrivait au début, donc c'est-à-dire des comédies assez légères mais avec un fond émotionnel assez important et puis des petites choses qui nous détachent un peu de la vie réelle, des petites choses un peu impossibles dans la vie réelle. J'aurais aimé retrouver ça mais malheureusement c'était un thriller qui est banal en fait. C'est l'histoire d'une femme qui a disparu, on part à sa recherche. Bon après certes c'est une femme qui a beaucoup de mystères et très sombre avec un passé très très lourd donc ça c'est très bien, j'aime beaucoup. Mais si j'avais voulu lire ça, j'aurais pris un autre thriller et pas du Musso. Bon, bien évidemment, ça reste Guillaume Musso qui a écrit ce livre, donc il y a sa plume toujours aussi jolie, toujours aussi originale. Un élément que j'ai beaucoup aimé, c'est que on parle, à un moment donné, on alterne, les chapitres ne sont pas forcément toujours sur le même personnage, mais quand c'est sur le personnage principal, c'est écrit à la première personne, donc c'est lui qui s'exprime, et en plus, il tutoie le lecteur en fait. Il tutoie le lecteur comme s'il parlait à la femme qui a disparu en fait. Et j'ai trouvé ça vachement original, ça interpelle et j'ai beaucoup aimé. Après, il y a eu une référence à la ville de Nancy, assez importante, et à la région de Lorraine en général en fait. Et il y a eu un gros passage par le hall du livre, et l'auteur a fait l'éloge de cette librairie et j'ai vraiment adoré. Après, même si l'histoire est pas très originale, elle reste très bien menée, le scénario tient debout. Il y a du suspense, donc bien sûr ça reste un bon thriller, même si c'est un thriller peu original. Enfin, pour Musso, c'est pas très original.
Notamment, il a écrit déjà d'autres thrillers qui étaient vraiment très très bien. Et pour le coup, dans ces thrillers-là, il avait mis de l'originalité. Par exemple, les deux personnages étaient attachés ensemble avec des menottes. Et ça, j'ai trouvé ça... Ouais, Central Park. J'ai trouvé ça très très original d'amener l'histoire comme ça. Et donc, j'avais trouvé ces thrillers vraiment très très bons et très originaux. Encore un élément qui va vous faire penser à la critique que j'ai faite de Prémonition. Le résumé, il nous dit à un moment donné: bien sûr que je l'aimerais, quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile et m'a tendu une photo. Alors, le résumé donnait très envie, hein. Mais en fait, elle lui a pas tendu une photo, elle l'a pas fouillé dans son sac, mais elle a cherché la photo sur sa tablette. Hein, donc c'est complètement différent. Bon, après, c'est un détail. Mais et aussi, dans le résumé, il n'y a aucune notion d'enlèvement en fait. Du coup, ça m'a un peu gênée parce que je m'attendais pas vraiment à lire ce que j'ai lu. Enfin, vers le milieu du livre, il y a pas mal d'éléments qui sont apparus et qui ont aidé ma lecture. Il y a différentes pièces du puzzle qui ont commencé à s'assembler et on a commencé à apprendre beaucoup plus de choses tout en gardant du mystère et du suspense. Et j'ai trouvé ça très bien mené et j'ai notamment beaucoup aimé l'histoire, le passé des personnages en fait. Et ça a tout coïncidé à la fin et c'était juste très très bien. Alors franchement, si vous avez envie de lire un thriller avec la plume de Musso, bah allez-y, parce qu'il vaut quand même le coup, malgré tout ce que j'ai pu dire. J'ai l'impression que Musso prend un autre tournant. J'aimerais bien qu'il recommence un peu à écrire ses romans comme au début, genre La fille de papier, etc. C'était très divertissant, alors que ça part plus sur du thriller, et des auteurs de thriller, on en a déjà beaucoup en fait. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de découvrir ces romans. L'article sur Musso va bientôt paraître, donc on vous mettra le lien dans la description, et pareil pour l'article sur les rêves oubliés. Le pays des rêves oubliés, l'article sur les puissants est déjà paru, Starpoint est déjà paru, tout sera dans la barre d'infos. On vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve tout bientôt pour la vidéo suivante.